Bonsoir à tous, bonjour à tous. Bienvenue pour ce panel Concevoir des espaces durables, une discussion transdisciplinaire organisée par le MEE dans le cadre de la journée Net Positif. Ce soir, nous avons trois panélistes, donc Audrey Gérard, Hugo Lafrance et Patricia Lucier, que je vais présenter. Le format de la soirée, c'est assez simple, c'est vraiment d'avoir une discussion ouverte sur cet angle-là de conception d'espace, de vie, de lieux d'échange, de lieux de socialisation. Et on pourra prendre également des questions des personnes qui sont sur la ligne, bien entendu. Si on peut passer juste présenter nos panélistes de ce soir. Donc, nous avons Audrey Gérard, donc, qui est directrice de discipline design urbain et urbanisme chez le MEE. Audrey dirige la planification et la conception de projets urbains d'envergure et est responsable d'importants dossiers d'aménagement pour des clients institutionnels, privés et municipaux. Elle excelle dans la conception de milieux, de vie et de paysages novateurs et durables, réalise des plans directeurs d'aménagement porteurs et guide les architectes, les promoteurs et les institutions publiques dans les processus de conception et d'approbation de projets urbains sensibles. Elle est spécialisée en design de l'environnement et dans la conception de milieux bâtis et paysagers. Audrey met de l'avant une approche multiscalaire et transdisciplinaire. J'imagine que tu pourras nous expliquer ce que ça veut dire, multiscalaire. Prochain sujet du prochain forum. Il nourrit une compréhension fine du contexte et une connaissance approfondie des plus récents courants d'aménagement à l'échelle mondiale. Son expérience professionnelle et académique est riche et diversifiée. Alors, merci Audrey. Nous avons également Hugo Lafrance, donc, qui est associé et directeur stratégie durable chez le MEE. Hugo possède plus de 15 années d'expérience dans le conseil en développement durable, notamment dans les domaines de l'environnement bâti et de la santé humaine. Il compte à son actif la coordination de plus de 30 projets de bâtiments durables ainsi que plusieurs mandats de consultation avec des manufacturiers de produits de construction. En tant que leader exceptionnel au sein de la communauté de bâtiments durables, Hugo s'assure de créer de la valeur ajoutée dans le processus de planification et de gestion de tous les projets d'aménagement qu'il aborde. Et ça, je peux en témoigner. En plus d'être membre du comité directeur de LEED Canada et membre de la faculté WELL, il préside le comité des communications du Conseil du bâtiment durable du Canada, section Québec, ainsi que le comité économie verte de la Fédération des chambres de commerce du Québec, FCCQ. Bonjour Hugo. Et terminons avec Patricia. Patricia qui est associée et directrice de conception chez le MEE. Patricia est architecte paysagiste. Elle compte plus de 20 années d'expérience dans le développement d'espaces publics, de lieux de rencontre et de développement d'espaces chargés de sensibilité et mettant en valeur l'histoire et le génie du lieu. La commémoration et l'interprétation sont au cœur de ses préoccupations et font partie intégrante de la matière première de sa conception. Elle possède de solides compétences en gestion, en direction d'équipes de conception et d'exécution et en surveillance de chantier, ce qui lui permet d'assurer une vision d'ensemble du processus d'idéation, de planification et de réalisation pour des projets diversifiés en milieu urbain et naturel. Bonsoir Patricia et bienvenue. Alors bonsoir tout le monde. Si on peut passer, on a également, on aimerait que Juliane Chaillet, présidente du CA du Conseil du bâtiment durable du Canada, section Québec, puisse nous donner je crois que tu veux faire une courte allocution comme partenaire aussi de cette soirée. Alors, je te laisse la parole. Juliane. Merci beaucoup, Loïc. Puis effectivement, Hugo parlait de cette rencontre. On était plusieurs dizaines, voire 120 personnes dans l'Agora la dernière fois. Donc, j'avais la chance d'animer le panel à ce moment-là, aussi invité. Donc, merci beaucoup. Le Conseil du bâtiment durable du Canada-Québec est fier vraiment de s'associer à cet événement Net Positif. Encore pour une autre fois, dans un autre contexte, mais aussi et toujours dans le cadre de cette Semaine mondiale du bâtiment durable. Donc, c'est un grand merci de cette invitation. Il faut dire que cette journée est alignée sur la mission du Conseil qui vise évidemment à valoriser et surtout outiller l'industrie afin de rendre les projets d'aménagement bâtis plus sains et durables pour les communautés
est tout aussi économiquement viable. Cette journée est aussi un moment privilégié qui nous permet d'échanger dans une vision transdisciplinaire. Je sais que c'est un terme très cher à Lemay. Donc, de trouver des solutions d'une part, mais aussi de valider les façons de les mettre en place et d'avancer ensemble dans cette direction. Pour conclure, la pandémie nous apprend beaucoup de choses. Je n'ai pas nous a appris parce qu'elle nous en apprend encore beaucoup. Notamment que nous souhaitons mieux nous approprier les espaces publics. Nous apprenons également que les enjeux de la résilience climatique, donc au-delà des changements, mais bien de la résilience, ne peuvent être mis de côté. Ce sont deux thématiques très importantes qui résonnent chez vous et qui résonnent aussi à l'intérieur de cette philosophie du net positif que vous avez mis en place. Donc, cette journée, et j'espère surtout les suivantes, permettra d'ailleurs de se concerter davantage et de poursuivre chacun à notre manière le rôle de transformation dont vous êtes, chacun de vous, les ambassadeurs. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Juliane, pour tes bons mots. Et puis, on a hâte aussi aux prochaines journées net positives. Soyez assurés qu'il y en aura encore plusieurs. Donc, je vais passer la parole à Hugo, qui va nous parler du rapport net positif et puis un peu du contexte dans lequel cette journée se clôt finalement, puisqu'on est sur le dernier événement qui est le panel. Donc voilà, je te laisse la parole, Hugo, et ensuite on passera au panel avec Patricia et Audrey. Oui, merci Loïc, merci Juliane pour ce petit mot. Oui, ben dans le fond, on est plusieurs à être impliqués au Conseil du bâtiment durable de différentes façons. Je voulais juste souligner un peu, on est dans en français, la semaine mondiale des bâtiments durables. En même temps, je sais que le Conseil du bâtiment durable porte le nom bâtiment, mais on parle beaucoup d'aménagement bâti durable. Donc aujourd'hui, entre autres, on élargit la discussion. Mais je trouvais que la thématique cette année était à point là, dans voilà, Building Resilience for Climate, People and Economies. Donc, donc, le Conseil du bâtiment durable mondial a publié dans le cadre là, aussi de cette semaine, ils en font la promotion. On sait que la COP26 s'en vient, essayer de générer du momentum voilà, dans l'industrie de la conception, de la construction, pour essayer d'atteindre nos objectifs de réduction d'émissions plus particulièrement. Et puis, bien, dans la stratégie qu'ils ont mise de l'avant, ils parlent de trois domaines d'impact critiques, trois grands chantiers sur lesquels on doit s'affairer ensemble. Donc, l'action climatique, on en a parlé plus spécifiquement ce midi. Ensuite, santé et bien-être, évidemment. Et puis, ressources et circularité. Donc, je vous invite à consulter que ce soit les autres activités qui ont lieu cette semaine ou la stratégie dont il est question ici. Ensuite, juste pour vous dire, moi, ça m'a fait rire, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une diapo pour comparer la stratégie, diapositive suivante, les trois axes donc, qui sont identifiés dans la stratégie. Ouais, Alina, if you can move to the next, yeah. Les trois stratégies, donc Climate Action, Health and Wellbeing, Resources and Circularity. En fait, je me suis demandé si on ne s'était pas fait plagier. Puis là, je fais un pont avec la publication du rapport. Dans le fond, on voit un certain alignement, là, les objectifs des Nations Unies en développement durable. Donc, ils sont regroupés ici dans la stratégie du Conseil du bâtiment durable mondial. Vous trouverez un certain parallèle semblable donc, dans le rapport net positif. Donc, si vous voulez en apprendre un peu plus, ce sera l'occasion. Next. Je vais aller quand même rapidement dans les prochaines diapositives. Accélérer la transition écologique, c'est le thème de notre rapport net positif 2021. On n'a pas changé la vision en matière de santé, d'environnement et de carbone
l'idée de saisir toutes les opportunités de générer des retombées positives pour les clients, les usagers, les collectivités. Donc, on va essayer d'en parler d'une façon ou d'une autre un peu aujourd'hui, comment concevoir des espaces plus durables. Ensuite, voilà, vous trouverez dans le rapport un peu plus d'informations sur cette approche voilà, qui on essaie de le mettre de l'avant, ses bénéfices à travers ces développements de projets, réduire l'empreinte écologique de nos projets. Évidemment, c'est un axe important. Favoriser l'acceptabilité sociale des projets, une image de marque rehaussée, capitale, identique à celui d'un projet comparable, mais pour lequel on générera des économies importantes et essayer justement de générer un retour sur investissement supérieur et à long terme par rapport à des projets standards. Ensuite, vous trouverez plus d'informations sur comment on déploie là, cette démarche-là. Ici, quelques principes de visualisation. Donc, ensuite, on va regarder quelques fiches de projet. On essaie de quantifier un certain nombre de valeurs mesurables, des indicateurs en santé, en environnement et en carbone, donc qui sont ici illustrés selon des principes là, de visualisation graphique, toujours en santé, environnement et carbone ensuite. Le Phoenix, donc notre bureau de Montréal qui reste là une vitrine. On en parle cette année, c'est probablement la dernière année où on en parle. On a complété 3 années de suite. Là, finalement, notre trilogie est complète. Le mois dernier, le Phoenix s'est vu octroyer la certification LEED Platine. Puis on va peut-être vouloir s'arrêter un peu sur, on pense beaucoup au bâtiment, mais il y a beaucoup plus que le bâtiment. C'est un site, c'est un site existant, c'était une friche, c'est un bâtiment abandonné qui a été redéveloppé. Il y a beaucoup d'idées derrière ce projet-là. Qui nous ont permis de tout développer cette approche-là du net positif. Et l'idée ici, c'était donc de se vérifier avec donc, une tierce partie, donc LEED pour l'environnement, bâtiment carbone zéro pour le carbone et Fitwel pour la santé. Donc, les 3 certifications où on est allé mesurer notre performance pour ce projet-là. Ensuite, quelques mots seulement, donc vous en trouverez plus dans le rapport, donc sur les stratégies qui ont été mises de l'avant. Puis, c'est quoi donc un aménagement plus durable? Donc, dans le cas de cette vitrine-là du Phoenix, qu'on voulait comme vraiment une vitrine pour montrer ces différentes stratégies. Donc, vous trouverez donc les différentes actions stratégiques qui ont été développées dans le cadre du projet ensuite. On mesure de plus en plus dans nos projets les impacts. Ici, vous voyez donc les chiffres auxquels on est arrivé dans notre processus de révision du net positif. On mesure de plus en plus de projets. L'an dernier, on avait une 40aine de projets. Cette année, une 50aine. Et vous voyez les scores. Bon, peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est l'idée de mesurer. Puis d'année en année, on va faire de la reddition de compte sur ces indicateurs-là. Donc, 76 % en santé, 65 % en environnement, 48 % en carbone, une note globale de 63 %. C'est ce qu'on a mesuré et qui va permettre voilà, d'essayer de suivre une évolution dans le temps. L'idée, c'est de vous voyez, donc, c'est pas d'être complaisant. Tout n'est pas parfait. Il y a beaucoup de choses à travailler pour essayer de faire des projets plus durables. Et puis là, on va arriver dans les quelques exemples de projets qui peut-être pourront nourrir notre discussion. Il y en a plus dans le rapport. J'ai essayé de prendre quelques exemples où il y avait notamment une approche transdisciplinaire. Ici, donc, des projets où, entre autres, là, paysage, design urbain est impliqué avec stratégie durable. Humanity, superbe projet complété cette année au centre-ville de Montréal, double certification. Donc, vous voyez un peu plus d'informations ici. Patricia Audrey, si jamais vous voulez dire quelque chose sur les 5 projets dont j'ai mis les fiches ici, interrompez-moi. Mais donc, vraiment un projet, je pense, qui parle de différentes stratégies qu'on a essayé d'intégrer en équipe.
dans ce village vertical. Le campus 1000, complexe des sciences de l'Université de Montréal, super projet aussi, double certification, aménagement de quartier d'un côté et le premier pavillon donc, qui vise la certification LEED aussi. Donc, beaucoup de stratégies de développement, donc un site en friche aussi, donc qui est redéveloppé avec l'Université de Montréal, avec la Ville de Montréal. Superbe projet, je pense, un exemple de développement durable à Montréal encore. Si on continue. Le parc Jean-Drapeau, donc peut-être Patricia pourra nous glisser un mot. Je pense un autre projet qui devait répondre là, à différentes intentions de développement avec plusieurs critères de développement durable, donc ici qu'on a mesuré. Et puis, un projet comme ça, peut-être même plus particulièrement, peut-être intéressant d'aller le vivre. Donc, pour y être allé encore récemment, superbe expérience sur site. Et il en reste un ou deux. Le centre de transport Bellechasse, tout un projet, toute une échelle de projets aussi avec la STM. On vise LEED pour ce projet-là, mais c'est beaucoup plus qu'un projet de centre de transport et qu'un projet LEED. Beaucoup de stratégies de développement ici qui va vraiment changer le quartier tout autour de Bellechasse ici, le viaduc Van Horn. Vraiment redonner à la communauté un parc littéralement ici appropriable par la communauté. Et un petit dernier, je crois, les écoles secondaires. Donc, on travaille aussi en équipe transdisciplinaire, certification LEED visée par les écoles secondaires qu'on développe beaucoup de stratégies, encore une fois, autant sur le bâtiment, l'intégration urbaine, l'intégration, le lien avec la communauté, tout le cœur des écoles, le concept même de toute la conception, d'être en lien avec la communauté, d'avoir des espaces extérieurs, voilà, beaucoup plus durables de toutes différentes façons, îlots de chaleur urbains, etc. Donc, c'est un peu les quelques exemples que je voulais vous montrer aujourd'hui et plus dans le rapport net positif de cette année. Merci beaucoup, Hugo, pour cette mise en bouche du rapport. Il doit être maintenant sur le site. N'hésitez pas à aller le consulter. C'est un peu une démarche ouverte. Là, on a à cœur de le partager, puis de se challenger, puis de le partager avec le plus de personnes possible. Voilà, n'hésitez pas. Sans plus tarder, on va passer à notre discussion finalement sur la conception de lieux durables, une discussion transdisciplinaire. Puis j'aimerais commencer avec peut-être pour chacun de nos panélistes la même question. Et puis je serais curieux de vous entendre en fait. On a une architecte paysagiste, une designer, je ne sais pas si on peut dire designer urbaine, une designer. Je ne sais pas si on traduit. Une designer urbaine, je ne sais pas, je suis un petit peu fatigué, désolé. Une experte en design urbain, voilà. Et en développement durable. J'aimerais vous poser cette question, puis peut-être qu'on va commencer avec Audrey. Comment vois-tu ton rôle spécifique dans cette conception, dans l'influence que tu peux y avoir finalement dans cette conception d'espace de vie durable? Puis après, je pose la question à Hugo, puis à Patrice. Comme designer urbaine. Non, mais en urbanisme, design urbain, on est souvent en amont des projets. Donc, je pense, entre autres, notre rôle est beaucoup d'ouvrir la réflexion rapidement, ou en tout cas, du moins, des fois, refaire des réflexions en amont des projets pour aligner le tir parfois, là, ou du moins faire en sorte qu'on ne ferme pas des portes trop tôt dans le processus. Il y a plusieurs choses qu'on met sur la table. Des fois, on n'a pas nécessairement le rôle de développer jusqu'au bout. On donne la relève à d'autres designers parfois, mais on arrive, c'est ça, dans des moments clés, je pense, des projets pour vraiment se poser les bonnes questions, pour ouvrir le débat, pour ouvrir l'approche, pour aller justement introduire des méthodes de concertation, parfois avec les citoyens qui peuvent comme amener
d'autres inputs ou d'autres façons de voir les choses. Donc, on pose un peu la question. Puis je trouve que dans le développement durable, dans l'approche transdisciplinaire, c'est souvent ça, c'est de se re-questionner sur c'est quoi en fait l'enjeu. On arrive, on a une commande, puis c'est un bâtiment. Puis la réponse, ben, c'est de faire un bâtiment LEED, mais en fait, souvent, c'est est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Puis c'est des questions un peu comme ça en amont qu'on se pose comme designer. Puis ben, c'est ça, on arrive en amont, on est bien situé, si je peux dire, pour questionner certaines choses rapidement. Merci. Puis, tu as fait le lien avec le développement durable, donc je vais poser la même question à Hugo. Comment vois-tu ton rôle, ton influence dans cette création, dans ce processus-là Oui, moi, je viens de beaucoup parler. Je vais essayer de faire ça bref. Ben, en fait, bon, pour ceux qui me connaissent, moi, je suis vraiment, en fait, de ceux qui pensent que d'abord et avant tout, peut-être qu'on ne réglera pas les problèmes avec la même façon avec lesquels on les a créés. Donc, puis c'est une des choses que j'aime beaucoup à collaborer avec mes collègues, du type de projet sur lesquels on travaille, de l'approche qu'on essaie de mettre de l'avant. C'est vraiment d'essayer d'utiliser plusieurs lentilles pour regarder un même problème, puis différents problèmes, puis essayer de trouver les meilleures solutions qui conviennent. D'un côté, avoir cette espèce d'humilité-là qu'on n'aura pas personnellement à chaque fois la meilleure réponse, mais qu'en équipe, on peut trouver les meilleures réponses. Je dirais que c'est un peu le rôle que j'essaie ou qu'on essaie d'avoir en stratégie durable, d'accompagner les clients, d'accompagner les différentes parties prenantes, les différentes disciplines avec lesquelles on travaille. Voilà, pour essayer d'avancer là-dedans parce que c'est même, je ne sais pas, là, à une certaine époque, on me demandait, ah, mais tu sais, c'est ça, c'est-tu une mode ou tu sais, même lead, ça va-tu, dans 5 ans, ça va-tu être mort? Ou, je pense que, puis là, on le voit dans l'actualité, crise sanitaire, crise climatique, je pense qu'on est loin d'être sorti du bois. Il faut essayer de trouver tous les outils sur lesquels on peut mettre la main ou les développer nous-mêmes en équipe transdisciplinaire là, pour essayer de faire des meilleurs projets ensemble. Merci Hugo. Et, même question pour toi, Patricia. Comment vois-tu l'influence que tu peux avoir de par ton expertise en architecture du paysage sur cette définition ou cette conception de lieu? Oui, ben ça va peut-être un peu dans le même sens que ce que Hugo mentionnait par rapport à ajouter différentes personnes dans l'approche des projets. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'architecte paysagiste, on a une façon d'intervenir dans les projets. On crée des lieux, des espaces, des endroits pour que les citoyens, les usagers puissent se rassembler, se retrouver. Donc, c'est vraiment comme des espaces circonscrits dans un certain lieu qu'on aménage. Puis, ça ne passe pas juste par la bonification végétale ou par l'apport en végétaux, disons. C'est vraiment, il y a différentes couches qu'on doit intégrer dans notre façon d'intervenir dans le paysage, autant au niveau du confort, mais de la performance de plus en plus des aménagements. Donc, une performance soit des matériaux, soit des résultats par rapport à la bonification par le végétal, mais une performance aussi, on ne veut pas créer des lieux stériles qui sont beaux, mais qui sont peu utilisés ou mal conçus et mal utilisés. Donc, c'est sûr que en tant qu'architecte paysagiste, c'est toujours avantageux de travailler autant avec les designers urbains que aussi avec votre équipe pour vraiment ouvrir les horizons et puis voir des potentiels qu'on n'avait peut-être pas entrevus dans certains projets. Puis, essayer de voir aussi comment on peut pousser plus loin
la donne, comment on peut cheminer avec les clients, avec les promoteurs, avec les différents mandats, comment on peut faire cheminer justement les personnes vers une approche qui est plus inclusive, plus globale, plus environnementale, et qui n'est pas juste vraiment d'aménager un lieu en tant que tel, mais qui est beaucoup plus ouvert que ça sur les interventions qu'on peut apporter. Mais justement, tu parles du rôle des promoteurs. Est-ce que cette responsabilité-là, c'est pas plutôt une responsabilité de la ville de créer cet espace public? C'est quoi le rôle de chacun là-dedans? Quelle est votre vision là-dessus entre cette dynamique-là du public et du privé? Comment ça peut fonctionner ensemble? Question ouverte. Ben, en fait, on en parlait un petit peu dernièrement par rapport à différents projets sur lesquels on travaille en ce moment. Donc, des projets soit avec la ville ou soit avec les clients. C'est deux façons complètement peut-être pas si différentes que ça d'intervenir, mais les enjeux sont souvent très différents. Le promoteur veut être rentable, veut construire quelque chose, veut être efficace, mais il doit aussi avoir une vision plus large. Donc, il faut soit l'amener à avoir une vision plus mettons, plus poussée sur l'intégration de nouvelles notions d'innovation, d'un plus-value pour un projet, tandis que la ville a souvent une réglementation, une vision aussi très spécifique par rapport à ses besoins. Donc, je pense que dans les deux cas, on a des besoins différents, mais il faut cheminer aussi avec ces personnes-là pour essayer de pousser le plus loin qu'on peut, là, justement, dans l'intégration de toutes les notions d'aménagement durable. Bon, c'est sûr que là, si je compare au début de ma carrière, quand j'ai commencé à travailler en paysage, c'est sûr qu'on est vraiment à des années-lumière là, maintenant de ce temps-là. Bon, pas que je suis si vieille que ça, là, mais disons en 20 ans, c'est hallucinant l'évolution qu'il y a eu par rapport à comment on aménage, juste la façon, juste les types de végétaux qu'on implante dans des projets maintenant, on le fait plus, on le fait complètement différemment avec une nouvelle approche plus durable, plus indigène, plus poussée par rapport au changement climatique aussi, c'est pour assurer que les végétaux vont pouvoir s'adapter au changement climatique. On ne faisait pas ça il y a 20 ans, ou très peu, ou c'était vraiment au balbutiement. Donc, il faut cheminer, puis il faut toujours pousser plus loin là, parce que ça avance pas vite, quand même. C'est des pas de tortue, là, comment on fait intervenir tout le monde, les clients, les promoteurs. Des fois, on se bute à des... Vas-y, Hugo, tu as l'air de voir. Vas-y, Hugo. Non, j'avais le goût de te Vas-y. poser la question, justement. Est-ce que ça va assez vite ou qui va le plus vite, le privé ou le public présentement sur ces questions-là? Non, ils vont pas. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas la même approche, ils n'ont pas la même perspective. Dans des plans directeurs, c'est très visionnaire. Tu sais, souvent, on peut ajouter beaucoup de couches. Puis là, quand on arrive dans le réel, dans des vrais projets, souvent, on est lag. Oui, c'est ça que j'allais dire sur la ville, mais quelle ville? Parce que Patricia pourrait avoir une expérience qui est très autre, tu sais, quand on est vraiment dans le technique à négocier sur des méthodes de construction innovantes qui bousculent les façons de faire à la ville, qui peuvent comme être un peu une perspective qui est similaire à celle des promoteurs. Là, on sait comment faire, ça fonctionne, c'est comme on ne veut pas changer. Mais à la ville, il y a aussi tous les gens qui travaillent un peu en planif, tu sais, qui sont presque théoriciens de l'urbain, puis qui ont comme des visions sur la transition écologique qui sont comme presque ésotériques, là. Puis, tu sais, des fois, il faut nous-mêmes les faire asseoir sur comme, oui, OK, c'est beau, là, tu sais, l'agriculture urbaine partout, puis les toits végétaux, puis la biotope sur les murs, mais tu sais, il faut que ça se construise. Souvent, ils viennent aussi nous voir pour qu'on leur dise ce qui est réalisable, tu sais, par rapport à ces objectifs-là. Puis oui, il y a aussi les promoteurs qu'il faut souvent, à l'inverse, amener à voir plus loin que la rentabilité, que leur construction, que leur façon de faire. Donc, les deux parfois se rejoignent, mais quelle ville!
N'hésitez pas, je vais proposer aux personnes qui nous écoutent de poser des questions dans le chat. Ça permettra de prendre un peu vos questions, un peu comme on a fait ce midi. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je les relayerai. Une des choses qu'un de nos conférenciers nous a dit dans une précédente journée net positive, le docteur François Reeves nous a dit planter des arbres en ville parce qu'il y a toutes sortes de bénéfices. Les îlots de chaleur, la santé, la réduction de la pollution atmosphérique, etc. etc. Puis, on s'aperçoit quand même qu'on a un problème à avoir des arbres en santé en ville. C'est quoi l'obstacle? Qu'est-ce qui manque comme morceau? Est-ce que c'est technique? Est-ce que c'est culturel? C'est quoi le morceau qui manquerait pour qu'on arrive à juste avoir une canopée qui se développe, qui soit en santé, et pour les arbres d'abord, puis pour les gens aussi? C'est quoi le morceau d'après vous, ou les obstacles qui nous freinent un peu là-dessus? Je peux y aller. Je suis sûr que Patricia a quelque chose de plus précis à dire que moi là-dessus, mais quand même, pour moi, puis bon, avec mon background, moi, la première chose que je pense avec ta question, c'est pour moi, on a une vision très fonctionnelle de l'aménagement. On veut un arbre là, sur le trottoir, on fait une pochette, on plante un arbre. Mais les écosystèmes, c'est un petit peu plus complexe que ça. Puis la vie en elle-même, les arbres, s'il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, les arbres communiquent entre eux, les arbres ont besoin d'être en relation les uns avec les autres. Puis nous, on est là à décider un peu, je vais mettre un arbre à gauche, un arbre à droite, mais il y a somme toute peu d'écosystèmes naturels en ville. Moi, c'est le premier constat, c'est qu'on a extrêmement minéralisé. Il suffit de regarder les grandes villes en plan pour bien s'apercevoir que c'est essentiellement des surfaces minéralisées. Donc, pour moi, c'est comme, là, on est au point où c'est quasi vital de renaturaliser les villes, mais de façon un peu plus systématique, de façon un peu plus intelligente, puis en s'inspirant un peu de la nature, justement, puis des besoins de la nature même, pas juste des besoins de nous pour que... Puis il y a différents projets qui sont comme ça, les corridors de biodiversité, c'est un peu comme ça, c'est qu'il faut créer de la connectivité aussi entre différents écosystèmes pour que la faune et la flore puissent prospérer. Donc, c'est ça. Je nous trouve encore un peu naïf par rapport au fonctionnement de la végétalisation. Puis, on a beaucoup à apprendre encore, je pense, pour vraiment pousser ce domaine-là. Il y a toute une autre réalité aussi qui, quand on vient planter un arbre en ville, souvent, il y a un métro qui passe en dessous, il y a un stationnement, il y a des conduites, il y a toute une réalité qu'on ne voit pas qui est déterminante pour l'aménagement des sites. Donc, ça, mettons en contexte très urbain, là, par exemple, la place des Montréalaises sur laquelle on a travaillé, puis qui a été d'ailleurs divulguée hier par la Ville. Elle a comme lâché l'information, les dernières planches et aménagement du site depuis le concours. Donc, juste cet exemple-là, c'est une bonification d'un secteur très, très stérile, autoroutier, axé sur le développement de la ville dans les années 50. Donc, c'est l'autoroute qu'on est tranquillement en train de venir recouvrir, mais la réalité est qu'on est sur structure. Donc, c'est pas de la pleine terre. Comme tu dis, Hugo, les arbres communiquent entre eux. Ils ont besoin de volume de terre. Ils ont besoin de terre vivante aussi, pas de la terre stérile pour croître. Donc, quand on aménage en ville, on doit choisir le bon endroit et le bon arbre. Donc, ce n'est pas simplement de dire on revégétalise. Il faut toujours valider les variétés des arbres. Puis souvent, on a besoin d'avoir des spécialistes, des gens qui viennent justement nous aider à
assurer cette pérennité-là des forêts urbaines qu'on vient implanter. Donc, des ingénieurs forestiers, des biologistes, des gens qui vraiment ont une analyse plus poussée là, du comportement des arbres, puis des fragilités, des forces de chacun des végétaux pour venir comme bonifier la ville, puis bonifier justement tout le niveau de canopée, assurer que ces arbres-là vont réussir dans les conditions très stériles souvent. Donc, c'est sûr que c'est un défi, mais c'est possible. Il faut vraiment que les ingénieurs, il faut trouver des nouvelles techniques pour le faire. Donc, c'est sûr que c'est à peaufiner encore et encore. Deux questions. Une première question de Geneviève que je trouve vraiment intéressante, pertinente, merci. Geneviève nous parle d'un article paru dans la presse qui fait la corrélation finalement entre le niveau de canopée puis le niveau socio-économique des quartiers à Montréal, donc très concret. Comment, une fois qu'on a ça en tête, comment on peut tenir compte de ça et qu'est-ce qu'on fait pour peut-être planter plus dans des milieux défavorisés? Il y avait aussi un lien qu'on peut faire, certaines études qui commencent à montrer que parfois le verdissement engendre de la gentrification. Donc, comment on peut verdir et en même temps conserver un focus ou du moins une vigilance sur l'abordabilité? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est la contradiction de base, là, comme est-ce qu'on intervient comme aménagiste, comme designers dans un quartier défavorisé, sachant que la plupart des choses qu'on va faire vont créer de la valeur. Tu sais, puis planter un arbre, c'est connu, ça crée de la valeur. C'est pas seulement qu'environnemental, c'est économique. Puis le maire Bourque a fait ça dans plein de quartiers. À Montréal, les quartiers centraux étaient complètement dénudés d'arbres. Puis je pense qu'il a planté des dizaines de milliers d'arbres. Bon, ils ne sont peut-être pas aussi biodiversifiés qu'on l'aurait fait, là. Il y en a plusieurs qui ont peut-être été choqués par les enjeux du frein, mais il reste que ça a bonifié des quartiers centraux qui étaient défavorisés. Puis aujourd'hui, c'est des quartiers qui sont associés à un certain embourgeoisement. Mais ça aurait été la plantation d'arbres ou ça aurait été l'aménagement de places publiques ou ça aurait la création d'écoles, ça aurait probablement fait la même chose. Dès qu'on donne un peu d'attention et d'amour sur des secteurs qui sont défavorisés, ben, les gens ils réagissent, ben, ça crée de la valeur. En fait. C'est ce qu'on essaie de faire quand même pour nos clients et pour tout le monde. On ne peut pas s'empêcher de créer de la valeur. Donc, c'est un paradoxe que je pense qu'on peut régler ce soir. Ouais. J'aurais envie de dire, puis en même temps, j'ai lu la question, puis j'étais comme là, c'est un peu inacceptable, non? C'est presque intolérable de se dire que les riches ont des arbres, puis les pauvres n'en ont pas. C'est surtout un peu comme tu viens de dire, où la résultante, c'est aussi beaucoup le lien avec la santé publique. C'est un peu de la même façon qu'un code postal avoir une plus grande durée de vie qu'un autre code postal, entre autres à cause, est-ce que c'est un quartier où on peut marcher? Est-ce que c'est un quartier où, c'est ça, on a accès on a des liens avec la nature, c'est quand même un peu choquant, là, je trouve, dans un constat d'un regard sur la ville assez dur socialement, je trouve, mais après ça, c'est ça. Il y a toute la complexité du redéveloppement, je pense qu'Audrey a bien expliqué, mais en même temps, on ne peut pas, le statu quo n'est pas une option. Il faut essayer d'améliorer notre sort, puis je pense, de traiter un peu tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est un peu comme ça, je le vois. Mais c'est vrai que c'est assez complexe comme question de développement. Deux autres questions merci pour vos réponses. Deux autres questions qui se recoupent. Le fameux 4 saisons. Comment la réalité hivernale peut être un frein ou peut-être que si je dis un frein, c'est orienté comme question, mais comment la réalité hivernale peut influencer cette notion de conception d'aménagement durable? Comment ça s'imbrique dans vos réflexions?
En tout cas, c'est une question transdisciplinaire. Tout le monde a froid l'hiver, puis tout le monde a chaud l'été. Mais quand on pense à des projets, on les pense en été la majorité du temps. Puis là, après ça, on se dit, ah oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait l'hiver? Puis souvent, c'est de plus en plus, c'est une question qu'on doit répondre là, ou qu'on doit réfléchir et intégrer. Mais de plus en plus, les espaces sont activés, même en hiver, avec le changement climatique. C'est sûr que là, il y a des variantes. On dirait qu'il y a moins de neige. On dirait que les espaces sont plus appropriés. Mais je pense qu'il y a moyen de transformer. En fait, l'espace se transforme en elle-même. Tu sais, on a beau dire qu'on aménage, on aménage des patinoires pour activer, disons, une place publique ou une certaine zone dans un parc. Mais somme toute, la transformation, elle se fait un peu tout seul avec les saisons, avec l'automne, les feuilles. Il y a toujours des attraits. L'hiver, au parc Jarry, les grandes plaines gazonnées se transforment en forêt de bonhommes de neige. Donc, tu sais, je pense que l'espace est approprié quand même si ce n'est pas des éléments fixes qu'on positionne pour soutenir les saisons en tant que telles. Ouais. Puis, ben, je ne sais pas si j'interprète du moins une sous-question à la question, excellente question quand même de Madame Léveillé. Puis, bon, moi, j'aurais tendance à dire les réponses sont plus naturelles que technologiques. Je pense qu'on a envisagé différentes solutions technologiques. Là. Je ne sais pas comment de projets où tôt ou tard, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut chauffer des escaliers, une dalle de béton, une rue avec des échanges de chaleur, etc. Mais c'est pas vraiment viable, c'est pas vraiment durable. En tout cas, ça. C'est pas au point, en tout cas. C'est Non, très énergivore. ça demande ponctuellement beaucoup trop de puissance, ce qui rend la chose non ni économiquement ou c'est ça, c'est trop. Mais je pense que justement, du moins à échelle humaine, peut-être, c'est là que la végétation aussi rend les choses intéressantes. L'évapotranspiration l'été, donc on atténue l'effet des grandes chaleurs avec l'humidité. Et puis de l'autre côté, ben, ça aide notamment à être un peu moins exposé au vent l'hiver, etc. Fait que je suis vraiment plus un partisan de la gestion naturelle de ce type de problème-là, même si ça vient avec d'autres enjeux que technologiques, parce que, ouais, combattre la nature avec la technologie, on est pas mal perdant d'avance, de mon expérience. Ouais, ben, le seul thème qui me vient quand je vois les 4 saisons, c'est l'adaptabilité. En méthode de stratégie durable, je pense qu'à tous les niveaux, que ça soit pour s'adapter aux saisons, au climat ou aux tendances économiques qu'on ne peut pas anticiper, pour comme vraiment avoir le fil de qu'est-ce que ça peut devenir si tel et tel élément qu'on a pensé, qu'on a envisagé ne fonctionne pas. Ou est-ce que c'est un espace qui peut servir à plusieurs usagers ou à plusieurs fonctions? Autant le bâtiment, l'espace construit que l'espace libre. Je pense qu'il faut qu'on le réfléchisse encore d'une façon transdisciplinaire ou du moins pas sans des disciplines, mais de différents points de vue pour comme anticiper différentes approches ou différents usages, de voir les choses, de voir les solutions, parce que je pense que c'est un peu l'enjeu avec les 4 saisons. Là, on peut penser à quelque chose l'été, mais ça va finir de toute façon par être une appropriation qui va être probablement autre. Donc, il faut être ouvert à l'adaptabilité des espaces qu'on conçoit. Mais peut-être, tu sais, si tu me fais penser puis on a travaillé entre autres sur des plans directeurs, je pense, où on s'est posé un peu cette question-là. Puis, tu sais, une des trucs que je me dis, c'est, puis même ça à Montréal, bon, il y a quand même une mouvance là, au transport actif, à la mobilité active, là, le projet du rêve, etc. Puis, mais tu sais, justement, prévoir, entre autres, des pistes multifonctionnelles où les gens ont accès 4 saisons, justement, à vélo ou à pied. Voilà, à différents services. Donc, ça, je trouve, c'est justement, on s'approprie, c'est l'hiver, mais on s'approprie justement, puis je pense qu'il y a des développements où on est de plus en plus
ouverts à ce type de proposition-là parce que on est rendu là. Ça, je me demande, je ne sais pas si c'est les gens qui le demandent ou en vous écoutant tantôt, je me questionnais là-dessus aussi. Puis, Les clients le demandent aussi. c'est ça. Oui, les clients le demandent. Justement, tu parles d'espace, Hugo. Ce qui caractérise la ville et les espaces urbains, c'est que l'espace justement est limité. Comment on fait, d'après vous, pour... est-ce qu'il faut enlever quelque chose à l'un pour donner à l'autre? Tu parlais du cyclable, d'éléments piétons. Comment on fait pour concilier tous ces usages-là? Est-ce qu'il n'y a pas une... non, je vais m'arrêter là. Comment on fait justement pour essayer de concilier tout ça? Différents usages, différents besoins, peut-être différentes envies aussi des citoyens. Méchante question. Ouais. Ésotérique. Non, mais je peux parler quand même en termes de design urbain. A priori, je veux dire, l'intégration des usages, ça a été quand même un choc. Il y a 20 ans, on parlait de mixité verticale, puis c'était quand même comme, tu sais, mettre du résidentiel, puis du commerce, OK, puis on parlait d'équipement, puis tu sais, si tu parles de stationnement, c'était déjà comme compliqué, tu sais. Maintenant, c'est un incontournable, là. On ne va jamais développer aux abords des stations de transport en commun sans penser minimalement deux usages, là. Puis là, on parlait d'humanité. C'est ça, c'est un village vertical. On intègre les éléments, donc c'est pas un lot, un usage, puis chacun sa zone, puis chacun son usage. Là, je pense qu'il faut intégrer le plus de choses possible. C'est clair que pour les arbres, ça prend minimalement de l'espace. Ça faut en parler. Là, il y a toujours le défi, là, quand on a du stationnement en dessous, il faut un volume de terre, puis ça a ses enjeux là, de tout intégrer, mais je pense que c'est la tendance, et d'où l'idée que les projets se complexifient, puis qu'on n'a pas le choix de se parler, de travailler, de trouver des solutions ensemble, parce que finalement, on est tous sur le même terrain de jeu à trouver comme un peu d'espace pour faire les éléments qu'on veut amener. C'est surtout aussi le défi dans ça, c'est d'assurer qu'il n'y ait pas de conflit créé avec l'intégration justement des cheminements piétons, des pistes cyclables, des pistes multifonctionnelles, des espaces de rencontre. C'est souvent, ça fait de plus en plus partie d'un tout. Donc, c'est comment organiser l'espace, optimiser ses fonctions pour éviter les conflits. C'est toujours ça le défi. Comment on place les bonnes choses aux bons endroits. Ouais, sans segmenter trop non plus l'espace pour garder l'adaptabilité qu'on veut garder. Là. Honnêtement, c'est un gros défi de tous les jours. Je dirais autant en circulation que en population. Est-ce que tu divises pour chaque usager ou tu crées une plateforme d'échange qui peut risquer de faire des conflits, mais qui est un peu, par exemple, la voie partagée, c'est un peu ça. C'est l'idée de redonner un peu à tous comme l'espace public plutôt que de le donner à chacun, auto, vélo, puis oui, ça peut créer des conflits. Il faut qu'ils se calment, puis il faut qu'ils fassent attention aux piétons, puis qu'ils fassent attention. Bref, pour que tout le monde soit conscient de la présence de chacun, mais c'est un peu un incontournable pour donner à tout le monde un peu l'espace public. Seulement, si je fais un lien avec ce que tu dis, redonner de l'espace public, comment vous voyez le rôle de la densité? Je n'irai pas sur le terrain, on sait qu'on est en période d'élection, je n'irai pas là-dessus. La hauteur, la densité et le lien avec le verdissement. Comment on peut concilier tout ça? Est-ce qu'on souvent on oppose l'un et l'autre? Mais dans votre pratique, comment vous le vivez? Comment vous le travaillez? Vous travaillez cette notion plutôt? Je ne sais pas si ça me faisait... Je trouve que ça concerne particulièrement le design urbain parce qu'on est comme beaucoup à négocier ces enjeux-là. A priori, la prémisse quand même de la densité, c'est de pouvoir se permettre des espaces qualitatifs. Là, donc, nécessairement, on n'a pas de méthode de bonus zoning là, au Québec, mais ça vient de soi dans le sens où on exige quand même
projet de redéveloppement, qu'il y ait des espaces verts qui soient redonnés au public. Puis bon, l'acceptabilité sociale de ces projets de redéveloppement-là passe beaucoup par les parcs, par les espaces verts, par l'aménagement des rues, par les cours. Les gens ne vont pas non plus déménager dans des projets d'haute densité sans bénéficier minimalement de cours, de qualité d'espace. Donc, les promoteurs aussi ne vont pas construire densité pour densité. Là. Il y a un équilibre qui se crée, mais c'est beaucoup de négociations, beaucoup de va-et-vient. Je dirais qu'il n'y a pas une réponse comme une recette pour chaque site. Je pense qu'il y a comme une densité acceptable, une densité comme appropriée pour trouver l'équilibre. Ouais, je pense, je t'écoutais, je pense que c'est une réponse très asymétrique, tu sais, puis là même, je pense que depuis le début aussi, on est peut-être un peu montréalocentriste, ou je sais pas, on pense beaucoup aux grandes villes, mais ou je sais pas, il y a deux mots souvent, là, tu sais, même en stratégie durable, il y a pas grand-chose d'absolu là, en aménagement. Souvent, avant, on disait, tu sais, densifier et verdir, mais moi, en ville, comme tu sais, je ne suis pas un grand partisan personnellement de la grande densification. Là. Pour moi, la moyenne hauteur, c'est comme une échelle parfaite ou un compromis entre se dégager des espaces au sol de qualité appropriable, végétalisés, mais avoir une densité, une certaine densité. Comme dans plusieurs des quartiers centraux de nos grandes villes. Mais après ça, ben c'est ça. Je pense qu'il faut que ça suive aussi les besoins des gens. Puis je pense ni un ni l'autre. Moi, je trouve que c'est plus c'est ça, les extrêmes qui sont dans ces discussions-là. Les extrêmes sont rarement bons, tu sais, c'est ça. On ne peut pas faire de l'étalement urbain à un étage, puis en même temps, on ne pourra pas faire tant de tours que ça, à mon sens, dans nos grandes villes à 50, 60 étages. Je ne sais pas. Pour moi, je trouve que ça devient un peu ingérable. Puis on augmente le risque. Puis bref, il y a toutes sortes de situations qu'on voit comme présentement où justement ces lieux-là, ça devient un peu des lieux un peu tristes, inanimés, alors que voilà, ils ont une gigantesque valeur. Mais ouais, moi je suis très partagé sur cette question-là. Il n'y a pas une réponse, je pense. Moi, je me demande, tu sais, il y a des projets, mettons par exemple Bellechasse. On s'entend que la plus grosse partie de l'infrastructure, de l'installation, on ne la voit pas, est comme camouflée en dessous d'un espace vert. Et on a justement une portion, le tip of the iceberg, là, comme on dit, qui est comme apparent. Moi, je pense qu'il y a peut-être des façons qu'on n'a pas encore réussi à pousser auprès des clients, auprès des villes, auprès des donneurs d'ouvrages, pour comme justement un peu réinventer cette idée-là de la ville, des proportions, comment on évalue l'espace au mètre carré par habitant, dans des nouveaux développements, dans des nouveaux secteurs réaménagés, comment on quantifie l'espace nécessaire à notre santé mentale pour considérer qu'on a un équilibre dans un développement. Dans la dernière année et demie, je pense que c'est devenu flagrant que c'était essentiel d'avoir des espaces verts, de se sentir bien dehors. On parlait du Dr. Reeves tout à l'heure, planter des arbres, mais la réalité, c'est un peu ça. C'est des mots là, qui commencent à apparaître là, d'éco-dépression, puis comment l'espace vert vient comme un peu adoucir les pressions de la vie puis de l'urbanité. Donc, je pense qu'il faut repenser un peu ces ratios-là. Je sais que les villes le font. Il y a des restés, Audrey, on en parle souvent dans des projets, là, c'est quoi la réglementation, tout ça, mais je pense qu'il faut comme le pousser encore plus loin puis voir comment réaménager puis essayer d'avoir de plus en plus de projets un peu dans cette lignée-là pour comme avoir un équilibre. Là. Justement, comment vous le voyez, le rôle de la réglementation pour favoriser ces projets-là?
Est-ce que ça prend plus de réglementation, moins de réglementation? Est-ce qu'il y a de la volonté, Ça prend les deux. il y a de la volonté politique d'aller vers ça? Ça prend plus d'objectifs, puis peut-être plus de flexibilité dans les... Ben non, mais je peux pas dire ça. Ça varie tellement. Mais il y a des arrondissements qui veulent vraiment bien faire, puis qui veulent la transition écologique, mais tu sais, ils voudraient comme tout légiférer, puis c'est un peu comme l'inverse. Ben, c'est que ça met des freins aussi à l'innovation. Tu sais, quand il y a trop de barrières, les architectes avec lesquels on travaille vont tous nous le dire. C'est comme, c'est comme, OK, il faut un ratio ci, un ratio de ça. Après ça, ils suivent le code. Après ça, ils suivent les critères lignes. Tu sais, la liste est vraiment longue. Comme, fait que je pense que c'est sûr que ça peut aider. Tu sais, il y a des arrondissements qui l'ont fait, ça a vraiment bien marché sur le verdissement des stationnements, sur la quantité d'eau que les sols doivent imprégner par l'eau versus ce qui est redonné à la ville, par exemple. Donc, tu sais, il y a des enjeux qui sont quand même importants en ville qui sont gérés par des réglementations. Puis ça prend ça pour pousser finalement les promoteurs à comme, aller de l'avant puis nous embarquer dans la recherche de solutions innovantes pour régler certains problèmes. Mais en même temps, parfois, quand il y a justement trop de réglementation, ben, ça peut un peu nuire à l'innovation. On l'a vu dans certains quartiers où on voulait comme amener une forme urbaine qui était, c'était un peu ce que Patricia faisait mention, mais en tout cas, pour le quartier des Lumières, par exemple, on essayait d'amener des toits verts sur des basilaires et tout ça, puis là, ben, il fallait respecter un certain niveau de basilaire, puis bon, c'est tous des enjeux de réglementation plus liés à la forme urbaine. Puis ça, je pense que ça peut être très contraignant dans la recherche de solutions. T'sais, quand on est dans l'objectif, ça laisse une marge de manœuvre de comment on va le faire, tandis que si ça nous prescrit déjà comment, ben, je trouve que ça freine un peu l'innovation. Je ne sais pas si c'est clair. Plus d'objectifs, peut-être moins d'exactitude sur le comment dans la réglementation, puisque les méthodes et les solutions, ben, ça change, puis ça évolue, puis on veut les développer. Donc, quand ça prescrit une solution, ben, c'est qu'on est comme, on arrête à une solution, comme puis dans 5 ans, ça va peut-être être désuet. Il nous reste 15 minutes. Transition, la ville du 15 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous comme professionnel? Est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce que c'est un objectif louable? Comment vous voyez ça? J'ai parlé beaucoup, mais il y avait une conférence à l'IDU récemment, mais je ne suis pas allée. Mes collègues urbanistes y ont tous été. J'aurais dû les consulter avant la question, mais pour moi, le quartier 15 minutes, c'est simplement d'avoir des milieux où on peut retrouver pratiquement tout l'essentiel à proximité. Puis ça, c'est sûr, ça encourage les modes de vie actifs. Là, à la base, c'est un peu ça. Mais je trouve qu'en mode COVID, je dis post-COVID, on n'est peut-être même pas encore post-COVID. Donc, en mode COVID, je trouve que c'est ça qu'on a tous un peu semblé recréer. Là, on est tous à la maison, puis il semble s'être créé comme une certaine vitalité de quartier, du moins en tout cas dans mon quartier, je ne sais pas dans d'autres quartiers, mais on dirait que tout d'un coup, les gens sont comme un peu dans leur espèce de petit patelin à comme aller. Bref, on tourne beaucoup en rond dans les mêmes rues, dans les mêmes parcs. On va à la garderie, on va à l'école, on va au marché. Puis, pour moi, le quartier 15 minutes, c'est un peu si on peut trouver tout ce qu'on a besoin à proximité, mais en même temps, il faut quand même sortir, aller au centre-ville, parce que le centre-ville est en train de. Ouais, c'est plus comme un assemblage, un tout là, qui doit être considéré parce que ça ne peut pas se restreindre juste à un certain rayon. C'est vraiment comme une espèce de continuité. Tu sais, je pense que Hugo t'en parlait, la continuité, les coulées vertes, tout ça. Je pense que c'est comme un amalgame de plusieurs choses qui doivent être considérées. Mais tu sais, même dans les systèmes d'évaluation en bâtiment durable, il y a toujours des critères de proximité de service. Tu sais, c'est quoi le nombre de services de proximité auxquels tu as accès? Puis, même là, pour moi, c'est même une question qui a une dimension personnelle aussi. On a toujours fait le choix de vivre dans des quartiers centraux. Puis, tu sais, c'est ça. Là, tu sais, fait que évidemment, on pourrait dire, bon, le côté écolo, sinon grano, mais en même temps, pas tant que ça. C'est comme en même temps un calcul même économique on reste dans un quartier central, on est 2 professionnels, pas de voiture, beaucoup d'économies en char qu'on peut mettre ailleurs. Mais il y a tout ça, mais pour moi, c'est plus la qualité de vie dans la vie quotidienne de vivre
puis pouvoir répondre à tes besoins à proximité. Puis c'est pas juste aller s'acheter une pinte de lait, c'est un peu avoir accès à tout, des installations artistiques, des espaces verts. Fait que, en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je vois cette question-là. Après ça, bon, c'est peut-être pas la priorité de tout le monde encore là. Fait que c'est un peu la problématique des approches en bloc de la ville comme ça, c'est que c'est jamais fait pour tout le monde. Donc, mais je pense que c'est un concept qui parle peut-être de plus en plus de gens là, pour un peu enlever ce tout à l'auto qui a, je veux dire, qui a drivé le développement urbain là, depuis, j'aurais le goût de dire 100 ans, mais ouais. Mais c'est presque devenu un luxe, là. On vient un peu à planter dans les quartiers centraux. Puis maintenant, l'accès à ces quartiers-là est comme difficile. Fait que c'est pas Ouais, nécessairement que les gens veulent pas. Tu sais, on aimerait ça habiter dans un endroit où il y a une école primaire, où il y a une garderie, où il y a une épicerie de qualité, avec des produits frais, mais là, ça revient à la question. Il faut rendre ça accessible à plus de gens. Donc, on n'a pas le choix d'aller comme un peu à l'extérieur de Montréal pour recréer ou créer ou renforcer des quartiers qui ne sont pas juste les quartiers centraux. Ouais. Les schémas de développement, en tout cas, il me semble, à mon sens, ça devrait beaucoup plus miser sur la mixité. En tout cas, parce qu'aussitôt que tu sors des quartiers centraux, des grandes villes, la question devient rapidement complexe. Là, mais, il nous reste 10 minutes. N'hésitez pas si vous avez quelques questions. On pourra les poser. Vous avez adressé finalement des questions. Geneviève avait parlé du rôle de la place de l'automobile finalement dans les villes. Vous en avez un peu parlé. Et aussi Mylène. Peut-être pour répondre, en même temps, ça me faisait penser, aujourd'hui, j'ai vu, pour moi, les villes, un peu dans la réglementation, je ne sais pas, moi, ça prend plus de stratégie push and pull, là, c'est ça où Audrey l'a évoqué, il n'y a pas beaucoup de bonification qui est proposée dans la réglementation. Je ne sais pas pourquoi ici, il me semble qu'on est assez progressiste de ce côté. Pourquoi on ne s'est pas donné cet outil-là dans les développements urbains Puis, je pense aujourd'hui, j'ai vu, c'est là encore une fois la ville de Montréal, pardon, mais ils ont une aide financière aux projets industriels durables. Donc, les projets, Loïc, tu l'as vu, ils ont un incitatif financier, mais en même temps, c'est ça, c'est que la ville, elle offre des services, mais quand tu es un bon citoyen corporatif, puis que tu réduis les charges sur la ville, ben, tu ne bénéficies pas nécessairement de ce retour-là. Fait que je pense qu'il faut se doter de mécanismes comme ça où si tu génères moins de déchets, puis on voit ça, ça apparaît un peu partout dans le monde, là, si tu génères moins de déchets, est-ce que tu peux avoir un retour? Ou si tu n'as pas... tu consommes moins d'eau, fait que là, c'est les villes, dans le fond, c'est des systèmes, puis comme on sait pas, il n'y a pas de lien entre l'usage et la tarification, ben, les gens n'ont aucun incitatif à réduire leur production de déchets ou ce qu'ils envoient tout aux déchets ou la consommation d'eau, même chose. Fait que pour moi, c'est un peu, il nous manque des éléments dans la boîte à outils entre le lien de le développement urbain et les stratégies durables pour mieux attacher certaines composantes comme ça. Je ne sais pas pourquoi on se prive de ça. Ça apparaît à droite, à gauche, mais il n'y a vraisemblablement pas de master plan pour nous guider là-dedans. Là. Mais puis, j'ose croire que peut-être les plus petites villes vont suivre des exemples. Là. Je trouve, en tout cas, à Montréal, présentement, je trouve qu'il y a quand même un bon momentum pour essayer de développer des initiatives comme ça, tisser des liens entre les bons coups, ce qui redonne à la communauté. Puis tantôt, juste pour le dernier élément de réponse, je trouve qu'on est très, c'est ça, même il y a une inéquité fiscale, là, où il y a des principes d'éco-fiscalité. Je suis propriétaire, je paye des taxes, puis comme je l'ai dit, pas d'auto, mais je veux dire, je paye des taxes, puis comme tout le monde, fait que là, la rue est nettoyée, déneigée, mais moi, je ne mets pas d'auto, puis mais je paye les mêmes taxes à valeur égale que le propriétaire à côté qui génère plus de déchets, consomme plus d'eau, met plusieurs voitures sur la rue qui ne lui appartient pas. Fait que, on est vraiment un peu...
c'est ça. Il y a des grandes disparités dans l'éco-fiscalité, j'aurais envie de dire. Moi, c'est peut-être la grosse chose qui se cache derrière les stratégies durables et les villes. Attention, parce que je vais t'appeler Hugo Maxwin bientôt. Non, s'il vous plaît. Mais tu as raison, je pense que c'est entre 6 et 7 000 $ par an, par place de stationnement, que ça coûte à la ville. C'est énorme. C'est énorme. Il y a une bonne question de Christine Kerrigan dans le chat. Comment voyez-vous le rôle de l'art public dans l'amélioration de la santé et du bien-être des citoyens dans l'espace public et les environnements bâtis? En tout cas, je pense que ce n'est pas un luxe, là. Les artistes, c'est probablement ceux qui ont beaucoup payé de la pandémie, entre autres. Là. Puis moi, je trouve que c'est un peu une insulte des traités de services non essentiels, alors qu'il y a beaucoup d'autres services qui ont été qualifiés d'essentiels. Puis je pense que la santé mentale, entre autres, pour moi, puis c'est pour ça que, bon là, ouais, comme, ça c'est un des boutons sur lesquels on appuie, puis là je parle, mais santé, bien-être, non, puis la santé mentale, et les villes, pour faire un autre lien, là, on vit dans des environnements sous pression. Aujourd'hui, là, il faut utiliser ce qu'on sait, ces mécanismes-là, se rendre la vie plus belle, plus, puis tisser des liens, puis faire des sens entre nous, dans nos communautés, puis créer ces lieux-là d'identité, de rassemblement, d'appropriation, où on incarne, c'est ça, qui on est. Puis pour moi, c'est comme... C'est ça, c'est pas une question de 1%, c'est une question de... On s'est beaucoup trop longtemps privé de cette culture-là. On se targue d'être de notre culture, mais je trouve qu'on est assez pauvre de ce côté-là. Oui, c'est sûr que c'est primordial, là, vraiment d'intégrer autant dans la conception des espaces que dans la bonification, disons, par l'ajout d'œuvres d'art dans un contexte urbain ou dans un certain quadrilatère, ou vraiment comme animer la ville. Comme tu disais, Hugo, là, ça devient identitaire, ça devient comme un icône, ça peut prendre différentes proportions, différentes lectures, différentes sensibilités. Ça vient toucher comme vraiment à différents points dans l'appréciation de la ville. Ça devient comme une destination, ça devient un emblème. C'est circonscrit dans le temps, puis ça évolue. Donc, c'est sûr que ça fait vraiment partie intégrante du développement des espaces. Puis, je pense qu'il faut vraiment comme toujours y penser quand on développe justement des lieux publics, des nouveaux aménagements. Même Humanity, c'est un exemple aussi que l'intégration d'œuvres d'art qui fait réponse un peu à ce qui se passe dans le square devant. C'est primordial justement pour le côté ludique des villes, le côté historique pour comme instruire, ouvrir l'esprit. Donc, c'est sûr que... Mais enfin, moi, je rajouterais juste dans le transitoire, leur public a démontré à quel point, elle pouvait on pouvait voir à travers l'intervention artistique, un renouveau, un nouveau, une perspective différente d'un secteur ou d'un quartier ou d'un lieu qui était souvent abandonné, utilisé ou même dangereux. Je pense que c'est quand on parle de transdisciplinarité, c'est de multiplier les regards. Puis le regard artistique, il y a comme une sensibilité qui est vraiment comme essentielle pour justement faire pas juste du beau dans la ville, mais juste voir différemment la ville, puis voir ses potentiels, voir différemment pour générer parfois des projets pour nous. Là. Quand on parle de transitoire, c'est ça, c'est des friches qui attendent un renouveau, mais qui économiquement n'est pas encore faisable. Ben, c'est des espaces perdus. Donc, ces interventions-là sont très bénéfiques pour l'intérim. En ville, on a besoin de tous les espaces qu'on peut trouver. Donc, le stationnement, la friche, je pense que si on peut les approprier, puis l'art éphémère. Oui, notamment par des interventions artistiques, là, je pense que c'est essentiel. Là.
Puis, ouais, je ne sais pas si on était trop d'accord, hein. On se posait cette question-là, si on allait être... Être d'accord, on dit toute la même affaire. Oui, oui, oui. Non, mais ouais, je ne sais pas. Là. Faut croire on travaille en équipe transdisciplinaire. On aurait dû penser à une question plus épineuse. La prochaine fois, on grimpera dans les rideaux. Là. On a dit pas de Ça aurait pris quelqu'un qui est contre le développement durable. Contre la transdisciplinarité. Moi, je travaille pour moi. Ben, il reste, non, puis c'est quand même le modèle dans lequel notre industrie travaille encore, je pense, là, où on essaie beaucoup de casser ce moule-là, là, mais la linéarité, c'est le principe numéro 1 de développement. Là, je ne sais pas. En tout cas, on réfléchira à ça une prochaine fois. Peut-être que pour le panel prochain, qu'on arrive à notre conclusion, 18h15, on invitera des gens qui sont peut-être plus... parce que peut-être que la transdisciplinarité doit s'étendre aussi aux financiers. On parlait des banquiers, du rôle des banquiers dans la transition écologique ce midi. Peut-être qu'il faudra élargir un peu les horizons pour avoir des opinions. Ben, nous, on est toujours ouverts à avoir plus de budget pour les projets. Voilà, c'est ça le rôle du banquier, trouver plus d'argent. On va trouver des plus belles solutions. Oui, puis peut-être juste un mot. En fait, c'est un format qu'on essayait aujourd'hui. Tout le mai, ça a été quand même relativement complexe à organiser cet événement-là. On a eu des désistements, on a changé de plan 3 fois. Mais merci Patricia, merci Audrey, merci Loïc. Bien content d'avoir discuté avec vous. Puis ouais, on va continuer dans ce sens-là, je pense. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci. Bye. Bye bye. Bonne soirée à tous. Merci tout le monde. Merci pour les questions. Ouais, bonne soirée. À très bientôt. Bye bye. À une prochaine fois.